table ronde qui ouvre l'après-midi, qui sera consacrée à cette idée, à cet exercice de réinventer la paix, en cherchant à dépasser les constats pour imaginer, construire et consolider des solutions durables face aux périls dont nous avons longuement discuté ce matin. Et surtout en revenant sur l'importance cruciale du désarmement nucléaire et notamment en évoquant les fondements historiques et juridiques de cet enjeu avec les personnes à mes côtés. Donc Chloé Morel, historienne, bonjour. Chloé nous fera une présentation d'un panorama assez historique et général du TIAN, le traité d'interdiction des armes nucléaires, qui constitue une étape significative dans cette idée du désarmement multilatéral que nous défendons. Marc Finot, qui vous a été présenté ce matin, et finalement Patrick Zahn, donc membre du bureau d'IDN également, que je vous présente aujourd'hui, qui parlera notamment de l'exigence cruciale et aussi nécessaire de respecter le droit international, et notamment le droit international humanitaire, surtout dans le contexte actuel. Et on finira avec une présentation préenregistrée de Jean-Pascal Zanders, qui est consultant à The Trench, et surtout expert et chercheur indépendant sur les questions de désarmement en Belgique. Donc je laisse tout de suite la parole à Chloé Morel. Il faut que j'appuie. Merci à vous pour votre invitation. Donc, je vais parler de l'ONU et de ses efforts pour le désarmement nucléaire, un désarmement qui est aujourd'hui vraiment une urgence pour plusieurs raisons, à la fois humanitaire, bien sûr, par le danger que ces armes nucléaires font courir à l'humanité, mais aussi écologique, environnementale et sociale. En effet, pour donner un chiffre, les dépenses militaires de la France aujourd'hui sont colossales, avec en prévision 413 milliards d'euros sur 7 ans, ce qui revient à 1870 euros par seconde. Donc l'ONU, bien que très imparfaite, est actuellement impuissante à rétablir la paix et la démocratie dans le monde, est pourtant l'organisation internationale la plus démocratique et la plus universelle, puisqu'elle accueille quasiment tous les pays du monde. Et donc à ce titre, avec toutes ces actions normatives, ces déclarations, ces recommandations, ces conventions internationales, ces traités, elle mérite d'être soutenue. Elle est fondée sur les valeurs humanistes de paix, de droits humains et de justice sociale. Donc elle doit être renforcée afin qu'elle puisse mener sa mission multiforme dans le monde actuel, en proie aux conflits sanglants et aux inégalités et injustices criantes, à savoir lutter pour permettre d'aboutir à la paix par la négociation collective, apporter de l'aide humanitaire, médicale, éducative, alimentaire aux peuples qui en ont besoin, affirmer les droits de tous et toutes et contribuer au progrès social. Ces moyens d'action sont très variés. Intervention des casques bleus, mais pas partout où il y en aurait besoin, malheureusement. Adoption de conventions internationales, assistance technique sur le terrain. Toutes ces missions doivent être étendues et mieux respectées. Ainsi, l'ONU pourrait contribuer à démocratiser le monde. Et ces différentes agences, il y a environ 16 agences spécialisées, ont chacune un rôle important à jouer, comme améliorer les conditions de travail dans le monde avec l'OIT, la santé globale des populations avec l'OMS, l'alimentation de tous avec la FAO, l'éducation et la culture avec l'UNESCO, ou encore la propriété intellectuelle avec l'OMPI. Et bien sûr, juger les États coupables de crimes. La question qui a été en fait le plus débattue à l'ONU, à l'Assemblée générale de l'ONU, cette grande tribune où les peuples peuvent s'exprimer, c'est la question du désarmement nucléaire. Depuis 1945, la question du désarmement nucléaire a passionné l'Assemblée générale de l'ONU et elle fait donc partie, cette question, de celles qui ont le plus souvent été l'objet d'un vote à l'Assemblée générale. Donc en fait, même de nos jours, une résolution sur 5 de l'Assemblée générale de l'ONU, donc 20% des résolutions, concerne le désarmement au sens large. Donc bien que cette question du désarmement ait occupé l'ONU depuis sa création même en 1945, puisque l'ONU a été créée quelques semaines après, à peine après les bombardements américains sur Hiroshima et Nagasaki, donc il a fallu attendre assez récemment pour qu'un véritable traité d'interdiction des armes nucléaires soit adopté et entre en vigueur. Donc je parlerai des étapes de l'adoption du traité d'interdiction des armes nucléaires et de son caractère très essentiel et progressiste, puisque les États partis à ce traité, le TIAN, s'interdisent la mise au point, l'essai, la production, le stockage, le transfert, l'utilisation et même la menace de l'utilisation d'armes nucléaires.
Et pour les États qui sont dotés d'armes nucléaires et qui pourraient y adhérer à ce traité, le TIAN prévoit un processus précis avec un calendrier qui conduirait à l'élimination vérifiée et irréversible de leur programme d'armes nucléaires. Alors, ce qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce que ce traité, comme le disent certains, est inopérant, dépourvu de toute efficacité, ou bien est-ce qu'il est une étape importante et salutaire vers un monde libéré de la menace nucléaire ? Donc, je vais proposer d'y répondre en retraçant l'histoire et les étapes de son adoption, les clivages qu'il a suscités entre différents types d'États membres de l'ONU et les débuts de son application. En fait, loin d'être seulement un traité de plus parmi d'autres et donc inutile par rapport aux traités déjà existants, il faut préciser qu'il renforce et appuie l'article 6 du traité de non-prolifération des armes nucléaires. Le préambule du TIAN fait aussi référence au Hibakusha et au droit international humanitaire, au droit international des droits de l'homme. Donc il s'inscrit dans le cadre de l'ensemble des traités adoptés par l'ONU, comme par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ou les pactes sur les droits civils, politiques, économiques et sociaux des peuples de 1966. Donc cette ratification du TIAN, elle a, contre toute attente de la part des personnes qui étaient sceptiques et qui étaient hostiles, elle s'est faite en janvier 2021. Il est entré en vigueur suite à l'adhésion d'un 50e État en octobre 2020. Certes, son poids est pour l'instant surtout symbolique puisqu'il ne s'applique qu'aux États signataires dont aucune des puissances nucléaires ne fait partie pour l'instant. Mais en attendant, il exerce déjà un impact sur l'opinion publique mondiale puisque son adoption ainsi que sa ratification ont été répercutées dans les médias du monde entier et par le biais des ONG accréditées par l'ONU. Et donc, il contribue à renforcer dans les esprits l'idée que l'arme nucléaire doit être mise hors la loi. En fait, son historique et son adoption, puis son entrée en vigueur, tout cela est allé assez vite, puisque l'idée du TIAN avait émergé lors de la conférence d'examen du TNP en 2010. Malgré l'opposition des 5 États dotés d'armes nucléaires officiellement reconnus par le TNP, à savoir la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie, une vaste majorité des États présents avaient estimé que la mise au point d'un traité axé sur l'interdiction des armes nucléaires était un objectif réaliste. Il y a eu la tenue de 3 grandes conférences intergouvernementales en 2013 et 2014 sur le thème de l'impact humanitaire des armes nucléaires en Norvège, au Mexique et en Autriche, et cela a renforcé la volonté internationale d'interdire les armes nucléaires. La deuxième de ces conférences, au Mexique en février 2014, a conclu qu'il fallait vraiment aller vers l'interdiction de ce type d'armes et viser son élimination totale. On a vu plusieurs coalitions se former, coalitions d'États, notamment la Coalition pour un nouvel ordre du jour en 2013, qui a présenté l'idée d'interdiction des armes nucléaires aux États partis au TNP. Et cette coalition a fait valoir que le futur TIAN fonctionnerait à l'appui du TNP. En 2015, l'Assemblée générale de l'ONU a créé alors un groupe de travail chargé d'examiner les mesures juridiques concrètes et efficaces et les dispositions et normes juridiques pour parvenir à un monde sans armes nucléaires et le préserver. Donc pour toutes les raisons que j'ai dites en introduction, pour les raisons humanitaires, environnementales et sociales. Et en 2016, en août 2016, elle a adopté un rapport recommandant des négociations à tenir en 2017 sur un instrument juridiquement contraignant visant à interdire les armes nucléaires. Puis, après la réunion de la première commission de l'Assemblée générale de l'ONU en octobre 2016, et un vote qui a été en faveur de cette idée, avec 123 votes pour, 38 contre et 16 abstentions, finalement, un vote de confirmation a eu lieu en décembre 2016 en session plénière de l'Assemblée générale de l'ONU. Et cela a permis de l'idée de convoquer une conférence chargée de négocier cet instrument juridiquement contraignant qui était destiné à interdire les armes nucléaires.
Donc, on a vu, suite à ces votes et à ces discussions, émerger deux groupes distincts. L'un animé par l'Autriche, le Mexique, certains pays des Caraïbes et d'Amérique centrale, notamment, qui voulaient un texte vraiment très fort, très structuré et très fort, faisant état d'un renoncement total à l'usage de l'arme nucléaire en toutes circonstances. Et un autre groupe à côté de celui-là, plus modéré, constitué de l'Australie, la Suisse, la Norvège, plaidant pour une approche plus progressive. Finalement, c'est à New York, en mars 2017, que a eu lieu le vote à l'ONU, entre mars et juillet 2017, du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, qui a été voté par 122 pays sur le total de 192 qui étaient présents. Un seul pays a voté contre, c'est les Pays-Bas. Dans son explication du vote, ce pays a mis en avant 3 raisons expliquant son opposition. L'idée que ce TIAN serait en opposition avec les engagements des pays membres de l'OTAN. Il y aurait aussi l'idée que le TIAN n'aurait pas de disposition de vérification. Et enfin, que le TIAN présenterait un danger pour le TNP. Singapour est le seul pays qui s'est abstenu. Et à côté de cela, il y a 68 pays qui n'ont pas pris part au vote, parmi lesquels l'ensemble des puissances nucléaires, ainsi que les pays membres de l'OTAN. Parmi les pays qui ont voté pour l'adoption du traité figurent l'Afrique du Sud notamment et le Kazakhstan, qui tous deux ont sans doute possédé des armes nucléaires et y ont renoncé volontairement. Le Kazakhstan est par ailleurs le seul pays de l'ex-URSS à avoir voté pour l'adoption du traité. Et c'est la même année que l'ICAN a reçu le prix Nobel de la paix pour récompenser ses efforts visant à attirer l'attention sur les conséquences humanitaires catastrophiques de tout emploi d'armes nucléaires et pour ses efforts novateurs pour parvenir à une interdiction de ces armes fondées sur les traités. Après l'adoption, il a fallu entamer le processus de ratification. Donc la ratification du TIAN a commencé le 20 septembre 2017. Et dès ce 20 septembre 2017, plusieurs pays l'ont ratifié. Et dans les années qui ont suivi, cela a augmenté. Et le seuil de 50 ratifications a été franchi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 24 octobre 2020, lorsque le traité a été ratifié par le Honduras. Et donc le traité est entré en vigueur 90 jours plus tard, le 22 janvier 2021. Pour autant, le TIAN n'a pour l'instant qu'une portée symbolique, une portée morale, car aucun des États nucléaires ou leurs alliés proches ne le soutient. La position de la France en matière de désarmement nucléaire est toujours celle qui a été rappelée devant le Conseil de sécurité en 2019, c'est que l'idée qu'il faut préserver le TNP, que ce serait plus essentiel que jamais, et que l'interdiction des armes nucléaires et le désarmement ne se décrètent pas, que ce ne serait pas une approche réaliste et qu'il faudrait seulement avoir une démarche progressive par étapes. Le traité, le TIAN, est ambitieux puisqu'il comporte 20 articles et que chaque article aborde et traite de manière structurée un aspect spécifique du désarmement nucléaire. Par exemple, l'article 6 oblige à la remise en état de l'environnement des zones contaminées et à l'assistance aux victimes de l'utilisation et des essais d'armes nucléaires. Alors, le TIAN a fait face à beaucoup de critiques, notamment des États-Unis. Le département d'État américain a déclaré, lors de l'adoption du traité, je cite, « Ce traité ne rendra pas le monde plus pacifique, n'aboutira pas à la destruction de la moindre arme nucléaire et ne renforcera la sécurité d'aucun État. » Fin de citation. Plusieurs spécialistes aussi de sciences politiques aux États-Unis, en France ou dans d'autres pays occidentaux se sont montrés également critiques, comme Georges Perkovitch, qui a estimé que le TIAN manque à la fois de légitimité politique et de faisabilité technique. De même, certains observateurs, comme Bruno Tertré, se montrent pessimistes, lui promettant le même avenir que le pacte Briand-Kellogg des années 1920. Pourtant, d'autres spécialistes et des hauts fonctionnaires de l'ONU montrent que le TIAN a le mérite de poser un nouveau cadre normatif de prohibition de l'arme nucléaire, une première étape historique, politique et symbolique, préludant à une mise en œuvre opérationnelle à venir.
Donc le 22 janvier 2021 reste une date historique, puisque pour la première fois, un traité multilatéral adopté par les 2 tiers des pays membres de l'ONU dès 2017 est entré en vigueur et rend les armes nucléaires illégales, que ce soit leur possession, leur fabrication ou la menace de leur utilisation, c'est-à-dire la stratégie de dissuasion nucléaire. Ainsi, le TIAN comble un vide juridique et complète l'interdiction des autres armes de destruction massive, biologiques et chimiques, ainsi que de certaines armes classiques condamnées pour leur impact sur les civils. Et donc la France, qui s'est toujours présentée comme le pays porteur des valeurs de respect du droit international et des droits humains, doit adhérer au TIAN. Et de plus, le TIAN concrétise l'idée de rejeter le règne du veto, du droit de veto à l'ONU, avec le principe des 5 États vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale qui ont le droit de veto. Donc, il est à souhaiter que dans la continuité de cette adoption et de cette entrée en vigueur, ce traité contribue à faire sensibiliser les consciences dans le monde entier. Et donc, il est grand temps, près de 80 ans après l'horreur d'Hiroshima et de Nagasaki, que la France se joigne au mouvement mondial pour l'élimination progressive et multilatérale des armes nucléaires en adhérant au TIAN. Donc la France et d'autres pays qui possèdent les armes nucléaires, dans cette période actuelle où le monde est plongé dans de nouvelles guerres et dans des dangers qui pourraient devenir mondiaux, devraient donc montrer l'exemple et adhérer au TIAN et le ratifier donc pour contribuer à l'élimination de l'arme la plus destructrice inventée par l'être humain. Je vous remercie. Merci beaucoup Chloé. Arme la plus destructrice, parce que je le rappelle, parce que c'est pas souvent acquis dans les consciences, aucun gouvernement, absolument aucune mesure gouvernementale ne sera en mesure de répondre aux conséquences humanitaires et environnementales d'une explosion nucléaire. C'était juste un petit rappel. Et maintenant, je laisse Marc Finot, notre vice-président, nous parler de l'architecture du désarmement nucléaire, pour rappeler que les accords ne sont pas seulement des textes juridiques, mais bien des mesures de confiance essentielles pour la stabilité internationale. Merci Mathilda. On a déjà entendu parler du rôle du droit international, des traités, pour traiter une question aussi importante que le désarmement nucléaire. Donc c'est important peut-être de refaire un peu l'historique. On a entendu celui du TIAN, qui est évidemment très important, mais qui s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large. Alors, quand on parle de désarmement, souvent on mélange un peu tout. Il faut voir que historiquement, pendant la guerre froide, on a commencé par ce qu'on appelait l'arms control, la maîtrise des armements, c'est-à-dire une forme d'encadrement, de limitation de la course aux armements pour éviter que telle puissance parvienne à dominer les autres. Donc ça s'est traduit par des plafonds sur les vecteurs ou les ogives nucléaires, sur le gel de programmes, non-déploiement, des contraintes sur les essais, les mesures de confiance, etc. Et puis il y a la non-prolifération, qui est un concept aussi lié à la guerre froide, qui s'est développé, dont le symbole est le traité de non-prolifération, qui revient en quelque sorte à dire certains pays ont le droit d'avoir des armes nucléaires et les autres n'ont pas le droit. Et donc ce système discriminatoire reste un peu la base, et il est considéré même, on a beaucoup de métaphores qu'on entend souvent de la part des diplomates français, dont j'ai fait partie, la pierre de touche, la pierre angulaire, la clé de voûte du système de sécurité mondial. Et puis le désarmement, c'est quand même l'étape ultime, c'est-à-dire c'est à la fois l'interdiction et l'élimination des armes et de leurs vecteurs, et on verra tout à l'heure en écoutant Jean-Pascal Zanders que ça a été le principe mis en œuvre pour d'autres catégories d'armes de destruction massive, les armes biologiques et les armes chimiques. Mais pour les armes nucléaires, on a une tentative, un début, un progrès, mais on n'est pas encore arrivé au désarmement général et complet. Donc, il faut commencer par parler des accords bilatéraux. Alors, là encore, vous allez voir dans cette liste, et pardon, elle aurait dû arriver paragraphe par paragraphe, mais bon, pour
quelques raisons techniques, c'est pas possible. Donc, il faut être un peu patient. Commencer par ce qui a suivi immédiatement la crise des missiles de Cuba, donc l'accord entre les deux grandes puissances de mettre en place un système de communication en cas de crise. Et ce système existe toujours. C'est pour ça que vous verrez des accords qui sont barrés, c'est-à-dire qui n'existent plus, et d'autres qui existent toujours. Et récemment, vous avez entendu parler du lancement du missile à portée intermédiaire russe Oreshnik sur l'Ukraine, et la Russie a utilisé ce système de communication pour prévenir les États-Unis que ce n'était pas une attaque nucléaire. Donc voilà, c'est un système qui existe toujours, qui est censé contrôler le risque nucléaire. Ensuite, vous avez une série d'accords, les accords SALT, Strategic Arms Limitation Talks, avec des plafonds principalement de vecteurs du côté américain et du côté soviétique. Et puis ensuite, donc ce traité est arrivé à expiration. Ensuite, le traité ABM sur la défense antimissile, parce que vous savez que la dissuasion, ça repose sur un équilibre dit de stabilité stratégique entre les systèmes offensifs et les systèmes défensifs, puisque chaque pays, finalement, accepte de se rendre vulnérable à une riposte en cas de première frappe. Mais en 2001, en 2002, Bush a retiré les États-Unis de ce traité qui, évidemment, a créé une vraie instabilité, puisqu'il a incité la Russie à renforcer ses systèmes offensifs, c'est-à-dire multiplier les ogives sur les missiles et à investir dans les missiles hypersoniques. Ensuite, vous avez deux traités sur les explosions nucléaires. Aux États-Unis et en URSS, on s'est mis d'accord pour limiter la puissance de ces essais à 150 kilotonnes, et y compris les explosions nucléaires dites pacifiques, parce que ça a existé. Les deux puissances à l'époque ont utilisé des armes nucléaires, des explosions nucléaires pour creuser des canaux, des tunnels, etc. Et puis ces deux traités, ils existent toujours, mais on peut dire qu'ils sont devenus obsolètes, désuets, depuis le traité d'interdiction des essais nucléaires. Ensuite, une série d'accords SALT avec toujours des plafonds de vecteurs, mais celui de 1979 n'a pas été ratifié à cause de l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Et puis ensuite, d'autres traités, alors aussi importants, comme le traité INF ou FNI sur les forces nucléaires intermédiaires, qui avait, là, pour le coup, interdit et abouti à la destruction de toute une catégorie de missiles de 500 km à 5500 km qui auraient été utilisés principalement en Europe. Mais en 2019, Trump s'est retiré de ce traité en prétextant une violation russe qui aurait pu être discutée bilatéralement ou faire l'objet d'inspections. Et donc, ce traité n'existe plus, et c'est évidemment très dangereux pour la sécurité européenne, parce que ce traité avait interdit des missiles qui pouvaient être soit conventionnels, soit nucléaires. Parce que quand vous détectez un missile en cours de trajectoire, vous ne savez pas a priori s'il est conventionnel ou nucléaire. Donc, si vous ripostez par du nucléaire et du conventionnel, vous déclenchez une guerre nucléaire totalement inutile. Et puis ensuite, les accords START, bon, je ne vais pas revenir sur chaque détail. L'accord SALT à l'époque de Bush. Et puis on arrive au seul traité qui, finalement, est encore en vigueur, qui a été signé par Obama et qui a été prorogé par Biden, mais qui arrive à échéance en février 2026, avec des plafonds à la fois d'ogives et de vecteurs qui sont respectés par les deux parties, mais qui a été un peu gelé, parce que à cause du Covid, les inspections ont dû s'arrêter, et la Russie a décidé finalement de suspendre sa participation tout en respectant les plafonds. Et donc, il n'y a plus d'échange d'informations, plus d'échange d'inspecteurs. Et on ne sait pas ce qui va se passer après 2026. Bon, et puis, vous avez évidemment toute la gamme des accords bilatéraux. Alors, je ne reviens pas évidemment sur la première résolution de l'Assemblée générale dont a parlé Jean-Marie, qui était un peu le point de départ de cette volonté des Nations unies d'interdire les armes nucléaires. Ensuite, concrètement, après la crise des missiles de Cuba, interdiction partielle des essais nucléaires, au départ, encore une fois, entre les deux grandes puissances, puis élargie sur le plan multilatéral.
tous les essais nucléaires, sauf les essais souterrains. Ensuite, le traité de non-prolifération, et regardez la colonne de droite sur le rôle joué par la France. La France a boycotté la conférence du désarmement à l'époque, qui avait un autre nom, parce qu'elle n'admettait pas la coprésidence américano-soviétique. Donc elle a boycotté le traité sur les essais nucléaires, le traité de non-prolifération, donc elle était absente. Elle n'a pas signé ce traité, elle ne l'a pas ratifié, elle a seulement adhéré 22 ans après son entrée en vigueur, en même temps que la Chine. Même chose avec le traité sur le fond des mers, qui interdit le déploiement d'armes nucléaires sur le fond des mers. La France était absente, elle n'a pas signé ce traité. Par contre, elle est revenue après 1978 et elle a donc participé, après le grand plan de désarmement de Mitterrand de 1992, à la négociation du traité d'interdiction totale des essais nucléaires, qu'elle a signé et ratifié. Et comme vous savez, ce traité n'est toujours pas en vigueur parce qu'il manque 8 ratifications de la part de, en tout cas, au moins 6 puissances nucléaires et 2 pays comme l'Iran et l'Égypte. Et puis, il y a eu justement avec l'Iran cette négociation multilatérale avec 5 membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne et l'Iran, dans cet accord adopté en 2015, mais dont Trump s'est retiré en 2018 et qui est, comme vous savez, un peu en une sorte de mort cérébrale. Et puis le dernier, évidemment, en date, dont Claude a parlé, sur l'interdiction totale des armes nucléaires, évidemment, là encore, boycotté par la France. On connaît les arguments qui ont été répétés par les Pays-Bas, qui sont totalement fallacieux. Parce que quand on dit qu'on accuse ce traité de porter atteinte au traité de non-prolifération, non, c'est une mise en œuvre de l'article 6 qui oblige à négocier des mesures de désarmement. On l'accuse de ne pas avoir de régime de vérification, c'est un mensonge. Il repose sur la vérification, la même vérification que le TNP, et il prévoit une vérification supérieure, ultérieure, lorsque les États parties l'auront décidé. Alors, les résultats, c'est qu'on voit une réduction de 82% du nombre d'armes nucléaires qui avait culminé à peu près autour de 70 000 en 1985, au pic de la guerre froide, et qui ont ensuite, grâce au traité, vraiment connu une réduction drastique. Aujourd'hui, on est autour de 12 000, toujours partagé à plus de 90% par les États-Unis et la Russie. Et alors en bas, vous avez une petite courbe qui montre les autres puissances nucléaires qui, entre elles, doivent se partager un millier d'armes nucléaires, mais dont certaines, d'ailleurs, sont en train d'augmenter, comme l'Inde, le Pakistan, la Chine, la France, stabilisée. La Grande-Bretagne s'est donné le droit d'augmenter son arsenal, mais la tendance quand même globale, c'est la diminution. Et puis, vous avez ces zones dénucléarisées, puisqu'on a 5 zones, ou régions ou continents qui ont décidé d'exclure, de s'exempter d'armes nucléaires, plus le traité sur l'Antarctique et le traité sur l'espace. Mais quand on regarde les chiffres d'un peu plus près, alors on dit, oui, il y a 1500 armes offensives déployées du côté américain et du côté russe, mais qui sont couvertes par le traité New START, encore pour quelques mois. Mais toutes les autres ne sont pas couvertes par aucun traité, ni du côté américain, ni du côté russe, ni a fortiori des autres puissances nucléaires. Donc, quand on parle des traités, on peut dire qu'ils ne portent que sur une toute petite partie de ces armes. Donc, en conclusion, on peut dire que c'est vrai que 9 puissances nucléaires, actuellement, c'est mieux que les 25 ou 30 envisagées à l'époque de Kennedy, et qui avaient donc abouti au traité de non-prolifération. Mais on a toujours plus de 12 000 armes, dont 2 000 sont considérées en alerte avancée, c'est-à-dire qu'elles peuvent être lancées dans les 10 minutes. Et puis, toutes les puissances nucléaires ont des programmes de modernisation, y compris, alors aux États-Unis, c'est 1 700 milliards sur 30 ans, mais la France aussi. Vous savez que l'ancienne ministre des Armées s'était enorgueillie de lancer une 3e génération de sous-marins nucléaires dont les équipages ne sont pas encore nés.
qui était censé donc être en service encore dans les années 2090, c'est-à-dire au moment où la France célébrera les 100 ans de son adhésion au TNP, dans lequel elle s'était engagée à un désarmement à une date rapprochée. Et puis, évidemment, les risques nucléaires se sont aggravés avec tous ces facteurs, comme évidemment les zones de conflit, les possibilités de piratage, et puis la puissance de ces armes est infiniment plus supérieure à celle utilisée à Hiroshima et Nagasaki, puisqu'on est dans le thermonucléaire, les bombes à hydrogène. Donc j'ai fait un petit calcul assez rapide, mais on n'y pense pas. Un sous-marin français, la France en a 4, on est très fiers. Donc il possède à bord 16 missiles de nouvelle génération, M51, dont chacun peut emporter 10 ogives de la nouvelle tête de nucléaire océanique d'environ 100 kilotonnes. Alors c'est évidemment classifié, mais c'est une estimation. Donc ça aboutit à peu près l'équivalent de 1000 Hiroshima sur un sous-marin. Et si vous dites que Hiroshima, c'est à peu près 140 000 morts, ben voilà, on a à peu près 140 millions de victimes d'un sous-marin. Donc les États-Unis en ont 14, la Russie en a 12. Donc on peut imaginer, quand on ajoute les autres vecteurs d'armes nucléaires. Voilà, et je conclus sur cela. Et c'est maintenant au tour de Patrick. Merci beaucoup, Marc. Je laisse la parole à Patrick Zahn, donc membre du bureau d'IDN. Et mon cher Patrick, je suis navrée que ça tombe sur toi, mais il va falloir vraiment tenter de respecter les délais impartis si on veut espérer laisser les participants poser des questions et arriver au bout de ce colloque. Comme tout le monde, bien sûr, oui. Beaucoup tout peut être dit sur toutes ces choses, n'est-ce pas? Mais à parler, comme on dit toujours, après le déjeuner, c'est prendre des risques d'une inattention particulière, surtout quand on va parler de droit international, comme mes amis, collègues, et comme je vais le faire. Alors, il faut parler fort, il faut réveiller tout le monde, il faut mettre de l'animation avec du droit international humanitaire. Vous voyez, c'est forcément très, très motivant. Et c'est d'autant plus motivant que le droit international humanitaire est quand même le dernier filet de sécurité de l'humanité. Et de quoi parle-t-on? De menaces pour la vie, l'humanité, la planète, enfin tout ça quand même. Donc parler de droit humanitaire me paraît important. Et j'observe, pour aussi présider une association sur le respect du droit international, que ce n'est pas forcément la branche du droit la mieux connue, alors que c'est probablement la plus ancienne aussi, et la plus essentielle, même si elle n'a pas pour vocation d'être un contrat social, mais un contrat d'humanité générale pour éviter le pire. C'est déjà pas mal quand on ne dialogue plus, y compris dans cette matière. Donc, j'intitule mon intervention en faisant référence à Günther Anders, dont tu parlais, Jean-Marie, un monde au bord d'une catastrophe totale, et d'un droit international menacé. On a eu quelques exemples ce matin, en parlant aussi de la diplomatie française. Alors, je commencerai par mon propos par et on parlait du TIAN, qui est un traité de droit humanitaire. Donc, encore une fois, c'est un traité de droit humanitaire. Lisez le TIAN, lisez le préambule. Vous comprendrez tout, parce que le droit humanitaire est là-dedans, et plus la clause de Martens, n'est-ce pas? Donc, on est en train de parler du dur, des lois d'humanité, des exigences de la conscience publique, des lois les plus impératives, des normes qui fondent ce traité, passant d'un paradigme de sécurité à un paradigme humanitaire. On est là, on est dans cette transition vers la sécurité globale, n'est-ce pas? Vers la sécurité globale, et pas des intérêts nationaux. Donc, je commencerai mon propos par un plaidoyer pour le droit international, et en particulier pour le droit international humanitaire. Ce n'est pas parce que je l'enseigne, mais parce qu'on est au cœur du réacteur, si j'ose dire, ici. Donc, en ce moment d'insécurité, on en a parlé beaucoup ce matin, et dans un monde devenu très dangereux, je crois que tout le monde en est conscient, même si on peut toujours imaginer qu'en matière de psychologie, le bluff et tout ça peut marcher. Moi, personnellement, j'écoute les gens sérieusement. Et donc, c'est particulièrement glaçant, même si c'est pour préparer des négociations. Donc, des menaces grandissantes pour l'intégrité et la crédibilité de ces normes. C'est de ça dont il est question, la crédibilité et l'intégrité de ce filet de sécurité qui est menacé.
Il aurait pu être menacé avec la non-émission également, non seulement à Gaza et ailleurs, mais la non-émission des mandats d'arrêt que tout le monde attendait pour redonner un peu de crédibilité à un mécanisme essentiel qui est la Cour pénale internationale. Donc des normes parmi les plus impératives. Et également pour la paix. Le respect du droit humanitaire, c'est un vecteur de dialogue sur des bases humanitaires consensuelles qui font consensus pour tous, violés, mais qui font consensus. Personne ne les conteste. L'obligation de respecter, de faire respecter le droit humanitaire, personne ne conteste. En toutes circonstances, c'est très important de comprendre qu'est-ce que signifie en toutes circonstances. Je ne veux pas vous faire un cours sur ça, mais ça mériterait quelques explications. Quand j'entends les médias et des autorités françaises et d'autres pays parler, je me dis, mais ces gens-là devraient venir faire un cours, la première partie de mon cours de droit humanitaire, je vais leur expliquer 2-3 trucs quand même. Voilà. Et la paix, parce que ça signifie que s'il y a dialogue, au moins sur cette base, on peut dialoguer, ne pas rompre, et on peut discuter, y compris progresser dans les choses négociables. Ça, c'est pas négociable. Ça, c'est pas négociable. Et il faut être sûr. Moi, quand j'entendais ce matin, en me disant le droit est foutu, puis maintenant, bon, c'est la jungle, je me permets quand même le délégué de la Croix-Rouge que je suis, du Comité international de la Croix-Rouge, et le prof de droit humanitaire et le citoyen que je suis, avoir les poils qui se hérissent quand même. Parce que ça ne peut pas être acceptable. Voilà. Donc on est dans un monde au bord de l'abîme que Günther Anders se voulait, lui, un semeur de panique en son temps. Un semeur de panique. Alors, semons la panique. Et sans déni. On peut observer que les dirigeants de puissance nucléaire semblent avoir choisi, comme le disait Albert Camus, le suicide collectif. C'est fou. Je pense que tout le monde, quand il se lève le matin puis qu'il entend ce qu'il entend et qu'on voit ce qu'on voit, on a raison de penser ce qu'on pense. N'est-ce pas? Donc, suicide collectif. Et moi, je suis pas dans le déni. Pour avoir travaillé toute ma vie dans les conflits armés, je sais ce que ça veut dire, les victimes de conflits armés et les violations de droits humanitaires et l'importance de ce droit pour tous. Et l'obligation la plus impérative des États, une question de guerre ou de paix, et de survie. Et de futur. Donc, il semble avoir oublié ces puissances. Une fois de plus, les exigences du droit international, et ça n'a pas été dit ce matin, donc je le dis, qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée ni ne doit être menée. N'est-ce pas? Il faut quand même le rappeler, ça c'est les P5, Joint Statement de janvier, Jean-Marie 2022, il n'y a pas si longtemps, vous voyez, le temps a passé. Une troisième guerre mondiale, et puis voilà, ou encore que cette menace absolue est, je cite, trop grande pour être conçue et pensée. Une troisième guerre mondiale est-elle à nos portes? On en a parlé ce matin. Bah oui, quand même. Est-ce qu'elle a commencé? Souvent, des gens me disent, est-ce qu'elle a commencé? Bah oui. Voilà. Alors on fait avec ou on ne fait pas. Mais oui, on pourra en discuter. Parce qu'un conflit armé, ça se définit. International. Article commun 2, paragraphe 2, on est dedans. Paragraphe 1, pardon, on est dedans. Voilà. Co-belligérance, bah oui, quand il y a des proxys, bah on est dedans. Enfin, on peut faire des démonstrations comme ça, mais sur la base juridique, c'est pas pour provoquer les uns et les autres pour rentrer dans un débat polémique, pas du tout, c'est du droit. Voilà. On a parlé ce matin. Si elle n'a pas déjà commencé, voilà. Une guerre qui menace à chaque instant d'être nucléaire, on en a parlé. Bluff ou pas, le risque est grand d'un dérapage avec des dirigeants de puissance nucléaire, on peut en penser ce qu'on en veut, paraissant imprévisibles. Ça, en tout cas, hein, on appelle ça le brouillard de la guerre. Hein. Engagés dans une course aux armements, on en a parlé aussi ce matin, y compris nucléaire, en effet. Et ça, c'est par rapport à l'article 6 du TNP, on est bon. Hein, on est tout bon. Voilà, qui semblent faire fi de leurs obligations en matière de droit international, tant humanitaire que de désarmement. Mes collègues avant ont parlé de ça. Avec la quasi-totalité des traités de contrôle des armes dont Marc a parlé, qui ont été dénoncés, non ratifiés, des mécanismes de contrôle qui ont disparu, ou encore des lignes de dialogue suspendues. Bon, même pas le téléphone rouge. Enfin, encore, il paraît-il qu'il y a eu un échange, donc on est bon. Je pourrais ajouter un certain déni ou oubli des conséquences humanitaires catastrophiques. Alors là, il faudrait y revenir, et je ne vais pas beaucoup développer ici, mais il y a eu 3 conférences d'Oslo, de Nagarit, de Vienne, auxquelles mon ami Jean-Marie a participé, parmi d'autres, et qui donc est témoin de cette magnifique initiative humanitaire. Humanitaire, c'est du droit humanitaire, tout ça. Hein ? Voilà. Donc, oubliez aussi
que pour tous les États du G20, dont Jean-Marie a parlé ce matin, et y compris les P5, leur emploi et la menace de leur emploi de ces armes sont inacceptables. Répété à Delhi, l'année suivante. Oublie enfin que l'intérêt national de quelques-uns ne saurait quand même prévaloir sur la satisfaction des intérêts globaux de tous les autres qui regardent et qui sont aussi partis au TNP, et qui sont aussi maintenant partis au TIAN, et qui sont aussi partis aux droits humanitaires, qui ont l'obligation de faire respecter et tout. En toutes circonstances, et ils le savent, et ils nous regardent, et ils ont raison. De tous les autres face aux menaces globales actuelles. Et cela quand des périls globaux, tout aussi existentiels, menacent aussi la survie dont on a parlé dans la précédente table ronde, est absolument glaçante. Enfin, on n'a rien découvert, mais c'est glaçant. C'est glaçant. Tout le monde devrait se réveiller en écoutant nos deux collègues et camarades de ce matin, pour se dire on est dans ce monde-là, on n'est pas dans le monde de bisounours qu'on nous raconte juste avant Noël pour consommer des choses dont on n'a pas besoin. Bref. Alors, quand les périls globaux, existentiels menacent la survie, et que le temps et les ressources nous sont comptés. C'est une pure folie. Enfin, il faut prendre les mots. Il y avait un psychologue, moi je ne suis pas psychologue. Pour moi, dans le langage commun du café du commerce, c'est de la folie. Voilà. Comme si la destruction, je vais mentionner Dominique Eddé, que si vous ne la connaissez pas, c'est une Libanaise palestinienne. Elle a écrit une tribune il n'y a pas longtemps dans Le Monde, et j'ai trouvé que c'était pour la Palestine ou le Liban, mais ça tombe bien aussi, comme si la destruction avait le pouvoir de construire, comme si l'écrasement physique était une réserve d'avenir. Réfléchissons. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? C'est la poésie, c'est la philosophie, c'est la peinture, c'est les arts. C'est penser out of the box. Et sur la base du droit humanitaire, parce que là, au moins, ce n'est pas contestable. Donc, c'est de droit que je vais parler. Je vais essayer d'être bref, Mathilda. Et de droit humanitaire, qui détermine la légalité de toutes les armes et de tout leur emploi, c'est-à-dire les méthodes de guerre. C'est ça, le droit humanitaire. Il n'y a pas d'arme qui ne serait légale si elle n'était conforme au principe du droit humanitaire. Il est quand même préoccupant que le rôle des armes nucléaires dans les stratégies militaires des États nucléaires et dans leur doctrine de dissuasion n'ait cessé d'augmenter au détriment du paradigme humanitaire. La pertinence de telles doctrines est d'autant plus discutable que la menace d'usage des armes nucléaires est attentatoire au droit international qui oblige tous les États et que beaucoup considèrent comme obsolètes, dangereuses, coûteuses, mais aussi incitatives à la prolifération des armes nucléaires. J'en veux, moi aussi, parce que ça va peut-être me protéger. On entend ça partout. Alors diffusez. Les armes nucléaires, ça dissuade. Donc moi, j'en veux. Alors bon, si, vous voyez ce que je veux dire quand même, on le connaît, le discours. Contribuant à affaiblir l'objectif de désarmement nucléaire tout en menaçant la paix et la sécurité internationale. L'urgence est donc au respect, en particulier par les puissances nucléaires, de leurs obligations les plus impératives en matière de droit international. Et par rapport à la sécurité internationale, bien sûr, au Conseil de sécurité, mais quand même. Et en particulier du droit humanitaire. Tous les États partis du monde sont hautes parties contractantes aux 4 conventions de Genève. Et cette obligation de faire respecter ça est valable pour tous les traités de droit humanitaire, y compris les règles coutumières, qui sont juridiquement contraignantes. En constatant tous les jours que violer ces normes, c'est ouvrir le champ à la barbarie, et qu'en matière d'armes nucléaires, c'est prendre le risque du pire. Je me dois donc d'atténuer légèrement, parce que ça n'a pas été mentionné, même par Jean-Marie, j'aurais imaginé que tu mentionnes ça, le constat, pour saluer quelques bonnes nouvelles, comme l'octroi par le Comité Nobel de son prix de la paix à Niran Dankyo, qui nous rappelle que le monde restera en danger aussi longtemps qu'existeront les armes nucléaires. Ou encore les décisions récentes de la Cour internationale de justice, comme de la Cour pénale internationale. Je ne veux pas détailler, vous savez à quoi je fais référence. Le droit international, l'emploi d'armes nucléaires et la menace de leur emploi constituent des violations du droit international et du droit humanitaire en particulier, constitutives des pires crimes. J'entends pas souvent parler de ça. Des pires crimes internationaux, de la compétence de la Cour pénale internationale, s'il existe encore. Génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Et c'est facile à démontrer quand même. Quand même, là, il n'y a pas besoin d'avoir un juriste bac plus 5. Alors, ce constat justifie qu'elle ne soit plus jamais utilisée, mais aussi, comme c'est le cas aujourd'hui avec le TIAN, qu'elle soit interdite et éliminée. Alors, le droit humanitaire, qui détermine la légalité d'une arme, quelle qu'elle soit, est celle de la manière de les utiliser, c'est-à-dire qui détermine la légalité de la conduite des hostilités.
Alors on en voit quand même des violations. A contrario, qu'est-ce que c'est quel est le droit de la conduite des hostilités? Tout ce qui se passe à Gaza, c'est le contraire. Là, voilà, c'est comme ça. C'est sur cette base que les armes de destruction massive, y compris nucléaires, sont interdites par les traités spécifiques et règles coutumières, y compris les principes d'humanité et les exigences de la conscience publique. Je fais référence à la clause de Martens. La France dit au contraire, et à tort, que les règles et principes fondamentaux du droit humanitaire, régulant la conduite des hostilités, n'interdisent ni ne réglementent l'emploi des armes nucléaires. Voilà. Bon, je pense que le directeur d'ICANN France aurait quelques réponses à fournir d'une manière beaucoup plus pertinente que moi. J'apporterai la contradiction, et la contradiction, elle est apportée dans l'excellent argumentaire qui est sur la table et que vous avez maintenant dans votre sacoche, qui est présenté pour la première fois aujourd'hui, qui s'appelle « 20 mensonges sur les armes nucléaires et comment y répondre ». Et je vous invite à vous le procurer, à le lire et vous en inspirer dans vos réflexions et dans les diffusions que vous pouvez en faire. Nous contestons une telle affirmation sur la base essentiellement du droit humanitaire, jus in bello, dont on parlait ce matin, dont les normes et principes fondamentaux doivent être respectés, je le répète, en toutes circonstances, et ça signifie beaucoup de choses, c'est-à-dire quelle que soit la légalité du recours à la force. Donc, ce matin, on parlait de jus ad bellum, en disant tout ça, ça n'existe plus. Pas si, ça existe encore. Mais même dans les circonstances, et je mets du quote unquote, donc dans les circonstances extrêmes de légitime défense, dans laquelle la survie même d'un État serait en cause. Et j'en parlerai quand je parlerai de l'avis consultatif de 1996. Souvenons-nous que le droit humanitaire est totalement autonome du jus ad bellum. C'est-à-dire qu'on ne peut pas argumenter, comme on entend souvent, « oui, mais moi j'étais en légitime défense, donc j'ai le droit de faire ce que je veux ». Ben non, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On doit continuer à respecter le droit humanitaire, quel que soit le comportement de l'ennemi, quelle que soit la légalité du recours à la force et quelle que soit beaucoup d'autres choses. Donc il n'y a pas de discussion par rapport à ça dans le débat. Il s'applique donc sans réserve, y compris dans le cas de légitime défense, et quand la survie même d'un État serait en cause. N'est-ce pas le cas de tout conflit armé qui sont régulés par le droit humanitaire? Donc on nierait l'applicabilité du droit humanitaire quand il est justement applicable, c'est-à-dire en situation de conflit armé. Il y a quelques contradictions dans la formulation. Et donc il n'y a pas de trou dans la raquette. N'y a-t-il pas là, effectivement, il n'y a pas d'exception à cette affirmation? Laissez-moi éclairer mon propos en faisant brièvement référence à quelques-uns des fondements juridiques, et je serai bref, Mathilda, justifiant l'interdiction de l'élimination des armes nucléaires pour des raisons humanitaires. D'abord, alors ça, je vais ressortir un vieux truc, mais qui est fondamental, dont j'entends très peu parler, même parmi les juristes, qui est la déclaration de Saint-Pétersbourg, adoptée à Saint-Pétersbourg en 1868, dans des conditions, bon, je pourrais en parler longuement, parce que c'est phénoménal comment ça s'est passé, et pourquoi ça s'est passé. Il y a d'abord la référence à la déclaration de Saint-Pétersbourg et sa nature coutumière contraignante, et qui garde toute son actualité. Elle énonce les principes fondamentaux relatifs à la légalité des armes et du droit de la conduite des hostilités qui ont été repris dans différents traités, y compris dans le Tian. Préambule de Tian, vous retrouvez les principes de la déclaration de Saint-Pétersbourg, entre autres, et la clause de Martens. Elle fixe, c'est ça qui est important, j'insiste, parce que dans ce langage de l'époque, elle fixe, et d'ailleurs c'est le français qui était la langue diplomatique de l'époque, les limites techniques où les nécessités de la guerre doivent s'arrêter devant les exigences de l'humanité. Je répète, où les limites techniques pour toutes les armes d'hier, d'aujourd'hui et de demain, où les nécessités de la guerre doivent s'arrêter devant les exigences de l'humanité. C'est quand même important de le rappeler. Donc, alors, les armes nucléaires, on est pas mal. Ces limites techniques fixées donc il y a longtemps ont continué de guider l'examen de la légalité de toutes les armes classiques comme de destruction massive jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que les armes chimiques, c'est pour ça que les armes biologiques sont aussi des traités de droit humanitaire et continueront à le faire pour celles de demain. Par rapport aux nouvelles technologies, etc. On comprend que ces limites seraient dépassées par l'emploi d'armes nucléaires. La déclaration... Par ailleurs, eu égard à la doctrine de dissuasion, dit que les États doivent s'arrêter devant les exigences de l'humanité, interroger leur capacité à maîtriser les technologies militaires et la souffrance humaine qu'ils sont prêts à infliger et autoriser dans la conduite de la guerre. Puis ensuite, le dernier paragraphe, je ne veux pas vous dire tout, mais qui sont d'une grande pertinence par rapport à la question des armes nucléaires, de leur utilisation ou menaces d'utilisation, c'est que le seul but légitime que les États doivent se proposer durant la guerre, c'est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi et non pas l'annihilation du pays ou de la planète, et que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes
qui aggraverait inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat ou voudraient leur mort inévitable, et que l'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois d'humanité. Alors, c'est une formulation comme ça, mais on comprend que c'est très tabou quand même. Voilà, c'est pas possible. Il serait donc impossible, avec ces principes, quelques principes-là, de menacer d'employer de telles armes de destruction massive dans le respect de ces principes. Il y a des principes. Parmi les 3, je pourrais en citer plus que ça. Les belligérants n'ont pas le droit de choisir quelque arme que ce soit. Ils n'ont pas la possibilité de choisir. Alors, on peut parler des mots superflus, mais j'en mentionnerai quand même 3 qui sont aussi dans le préambule du Tian. Les principes dans la conduite des hostilités de distinction entre les personnes et les biens civils, et puis les combattants et les objectifs militaires. C'est quand même très important. Et quand on définit un objectif militaire, on ne peut pas faire n'importe quoi si on veut mener à bien une attaque. Il faut respecter le principe de proportionnalité. Je n'ai pas le temps de vous décrire ce que ça veut dire, mais c'est très compliqué et c'est très important. Et le principe de précaution en attaque. Alors, tout ça pour vous dire qu'un emploi d'armes nucléaires violerait tout ça, mais alors tout. Et bien d'autres, y compris la menace sur l'environnement naturel, et y compris les maux superflus qui pourraient être causés, y compris aux combattants. Et donc, je terminerai en disant, parce que je voulais parler de l'avis consultatif, mais j'ai dit l'essentiel sur l'avis consultatif, avec une phrase de mon ami Jean de Ziegler, qui est professeur à l'Université de Genève, qui appelle à une insurrection des consciences pour faire triompher le droit. Merci beaucoup.